Après, quelqu'un quand même qui apporte pas mal de choses. Gilles Simon. Prof. Gilles Simon. On a marqué Rien n'est acquis. Ouais. Il a été à 22 ans à son top et depuis. Ouais, c'est ça que j'ai compris avec Gilles. Il y a deux trucs. Il y a le rien n'est acquis et la peur, dont on pourra parler juste après, parce que la peur, tout le monde la ressent. Et le rien n'est acquis, tout le monde peut l'intégrer aussi. C'est-à-dire que il fait une saison, fin de saison de monstre à 22 piges où il se qualifie pour le Masters. Et à ce moment-là, moi, c'est évidemment devenu mon joueur préféré parce que c'est pas le mec le plus impressionnant. Tu peux t'identifier à lui. Et, euh, et putain, à cette époque-là, il lâche des coups de monstre contre Rafa à Madrid. Il fait des fins de set. Et en fait, si tu creuses, tu te rends compte qu'au premier tour, il a sauvé balle de match. Au deuxième tour, il gagne 7-6 au troisième. Au troisième tour, pareil, il regagne 7-6 au troisième. Et en fait, il construit ses matchs. Et nous, ce qu'on voit, c'est toujours un peu ce qui brille. Tu vois, c'est la demi contre Rafa ou la finale. Et sauf que il a construit ses premiers tours en jouant mal, mais en acceptant de jouer mal et en se battant. Comme Et on avait ça, dit, qu'on avait pu le dire comme pour Stan. Hein. ouais, Stan, c'est souvent. Moi, j'ai l'impression que sur le circuit, c'est celui qui m'impressionne le plus au fil des tours, quoi. ouais, ouais. Parce que quand il gagne Roland contre Djoko, ben, je me dis, n'importe qui que tu lui mets, il pouvait y gagner, c'était sûr. Il était mais injouable, tu vois. C'est un Mais diesel, ouais, il est construit au fil des tours. Ouais. premier tour de ce Roland-là, et il était très. Enfin, il a failli sortir, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et C'était. donc, Simon, ce qui est le rien n'est acquis, c'est que il se qualifie pour le Master, il joue grave, il bat Roger au Masters. D'ailleurs, il le raconte pendant le podcast et c'est monstrueux, franchement, parce que il raconte avec beaucoup d'émotion. Tu as l'impression d'être sur le court avec lui. Ouais. Et, euh, et ce qui est ouf, c'est qu'il n'a jamais retrouvé ce lâcher-prise depuis quasiment. Il C'est n'a fou. jamais retrouvé ce niveau de jeu alors qu'il avait 22 piges, qu'il a 20 ans sur le circuit, qu'il connaît mieux que personne, qu'il est très certainement meilleur aujourd'hui qu'à l'époque. Mais, je sais pas, tu as l'impression que la machine n'est jamais redevenue aussi fluide qu'elle a pu l'être à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où tu te dis qu'un jour, tu joues le meilleur tennis de ta vie et tu n'es pas certain que ça reviendra. Ça reviendra. Alors que si tu regardes en arrière, tu es convaincu qu'aujourd'hui, tu es un mec plus robuste ou Ah une oui. nana plus véloce et tu as l'image de toi où tu étais plus jeune et tu n'acceptes pas mentalement de te dire que tu étais meilleur à l'époque, tu vois. Mais sauf que, putain, c'est quand même fou, quoi. Ouais, ça fait encore pire, ça fait encore plus mal à la tête, comme il peut le dire lui. Tu Ah, c'est. m'étonnes. Et ce sentiment de peur, du coup, c'est marrant parce que le joueur de club va l'avoir au même titre que le numéro 1 mondial ou le numéro 20 peut l'avoir. Et ça revient à ce qu'on a dit juste avant, c'est que accepter que tu as la trouille au premier tour et que tu peux un peu mal jouer. Il y a d'ailleurs un livre de Brad Gilbert qui s'appelle Winning Ugly, gagner en jouant mal, qui est hyper bien écrit, où c'est vraiment un travail mental, où tu acceptes que tu vas pas être au top, que tu vas faire des fautes, que tu vas rater, mais que c'est un process, comme tu disais tout à l'heure, pour mieux jouer sur le deuxième et le troisième tour, à condition que tu te sois battu comme un chien. Et du coup, Gilou conclut en disant, moi, j'ai moins peur de jouer une finale qu'un premier tour, parce qu'en Oui, finale, il est réglé, oui, et ses automatismes sont là, il connaît le cours, il connaît les conditions, et il faut accepter mentalement de repartir à zéro à chaque début de tournoi quasiment, à moins que tu sois sur une tournée et que tu enchaînes oui. 3 matchs par jour, et forcément, tu repars de moins loin, quoi. Tout à fait. Ensuite, et après, il nous reste deux personnes qui, je pense, sont importantes. Tac. Un coach, Servara. La Servara, c'est pour Moi, le j'ai coup, marqué 15 ans, donc 15 ans de début du tennis, et ouais. il a été 15-5 à 17 ans. Donc ça, c'est pas mal. Et là, maintenant, on le connaît avec Daniel. Ouais, mais tu fais bien de me repréciser ses départs parce que j'allais le zapper. C'est vrai qu'il a commencé le tennis tard et il l'a dit à personne, mais à 17 ans, il était 15-5 et il rêvait d'être joueur de tennis professionnel. C'est-à-dire qu'il savait qu'on allait se foutre de sa gueule si il l'affichait haut et fort. Euh, mais en revanche, donc il ne le disait pas, mais ses actes étaient en adéquation avec ce qu'il pensait parce qu'il était capable de prendre le train et de faire le Tour de France
pour aller jouer, je ne sais plus d'où il vient, mais il a traversé la France pour aller à Lille et jouer un premier tour en tournoi à 21h un dimanche soir à 15h05 et en étant logé chez l'habitant. Mais le mec, c'est monstrueux. On a fait une petite vidéo de ce passage-là qu'on a diffusée sur la chaîne YouTube dédiée au podcast, Tennis Légende Podcast. Et c'est une des vidéos qui a le mieux marché parce que les gens s'identifient à ça. Bien sûr, oui, c'est clair. Et franchement, ça, c'est monstrueux. Il est quand même monté négat, le mec, en commençant le tennis à 15 ans, tu vois. Donc, et là, encore une fois, la motivation, si tu as une motivation comme il l'a, lui, bah, tu accomplis des trucs de fou. Mais la motivation, tu sais, c'est un truc dangereux, c'est éphémère, la motivation. Là, c'est plus une détermination, comme on disait tout à l'heure, et un truc que tu as au fond de toi. Il le dit, je rêvais d'être sur le circuit contre vents et marées. Et en fait, lui, du coup, il s'est émancipé, il s'est détaché du giron classique, du système fédéral ou du sérail de formation classique pour faire un peu à sa sauce. Et tu vois, de fil en aiguille, mine de rien, il a réussi en arrivant dans cette académie de son pote Jean-René Lisnard, son pote de l'époque. Et de fil en aiguille, il a accompagné Daniil. Et donc, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que lui, c'est un chef d'orchestre hors pair. Je pense que c'est un très bon communicant. Bien s'entourer pour le joueur. Ouais, je pense que c'est un très bon. Humble de savoir et de connaître ses compétences, celles qu'il peut et qu'il doit apporter en tant que chef d'orchestre à son joueur. Voilà. Ouais. Déjà, je pense qu'il comprend profondément son joueur. Et derrière, c'est un gars qui est capable d'investir de l'argent pour son joueur, tu vois, qui est capable de se mettre en danger quelque part. C'est-à-dire qu'il est allé chercher un statisticien sans en parler à son joueur parce qu'il est avide de compétences, de développement dans sa palette de savoir. Il est allé chercher Fabrice Barrault, qui est c'est la dernière personne dont on va parler là. Ouais, mais il est allé le chercher, tu vois, un peu en scred, en sous-marin. Et il a bossé là-dessus, tout seul dans son coin, en investissant de son argent propre, de ses fonds propres, sans en parler à Daniil, mais en ayant du coup les infos, les données, et en étant capable de les transmettre à son joueur. Parce qu'il faut savoir que la stat, c'est des micro-détails, mais sur des Ferrari comme des mecs du top 10, du top 5 mondial, 1% de différence, c'est énorme. Et c'est peut-être ce pourcent qui a permis à Daniil de réaliser quelques exploits. Donc, du coup, ça nous permet d'enchaîner vers la dernière personne dont on va parler là. Donc, Fabrice Sbarro. Et ben Sbarro, est-ce qu'on a noté quelque chose ou pas? On a noté statisticien hors pair. Ah oui, bah oui. Non, mais je te laisse parler un petit peu de son histoire, comment on est arrivé à faire ça, et après on fera le parler avec l'enseignant. Sbarro, ce qui est énorme, c'est que c'est un gars qui déblaye un peu un terrain miné. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, le mec, on se foutait de sa gueule jusqu'au jour où, tu vois, on se foutait de sa gueule et il a cru en lui, un peu comme Servara contre vents et marées, quoi. Et maintenant, il accompagne quand même Mahut, Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev. Donc c'est un gars qui a cru vraiment en son projet. Et je pense que ça, n'importe quel joueur ou n'importe quel coach peut s'identifier à ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'il permet de rationaliser sur des faits et non plus des croyances les forces et les faiblesses d'un joueur ou d'une joueuse. C'est-à-dire qu'il va t'analyser vraiment tes forces, tes faiblesses. Et à la fin du match, on va voir concrètement là où tu pêches, là où tu dois bosser, là où tu peux t'améliorer. Et non plus, putain, j'ai senti peut-être à un moment donné, tu vois, il n'y a plus d'approximation, mais qu'on est dans le concret. Et c'est cool, c'est un tel passionné que c'est génial qu'il y arrive. L'importance des stats, c'est vraiment, mais pour moi en plus qui suis très cartésien, c'est obligé.
Voilà. Après, il y a des personnes qui sont un peu moins, qui du coup les chiffres là. Mais à un moment donné, quand même, quand on veut progresser, il faut qu'on ait des repères. Et les repères, Ouais. c'est quantifié. Et du coup, les stats en font partie. Si on te dit, ben, il faut que tu améliores ta première balle, comment tu vas le juger? Tu vas le juger peut-être à la vitesse de balle, à la vitesse moyenne de première balle. Tu vas le juger à la zone que tu touches, combien de fois tu la touches cette zone, combien de points gagnés derrière cette première, derrière cette seconde. Combien... Voilà. Tout ça, Mm. c'est des choses, on ne peut pas mentir, quoi. C'est des chiffres. Et si tu Ouais. dis, ben non, j'ai bien servi. Oui, tu as bien servi, ok, mais combien de points tu as gagné? Ah, ben, je ne sais pas, mais je sais que j'ai bien servi. Ah, donc là, on n'est pas là, c'est bien que tu aies ce ressenti-là parce qu'il faut en tenir compte. Mais par contre, si on a en plus des stats derrière pour travailler, c'est trop bien. Je pense que c'est un outil essentiel pour les enseignants. Tout à fait. Clairement. Ouais. Juste une petite parenthèse sur Arthur Cazot, qui est Oui. l'épisode qu'on a fait après, qui a fait finale à l'Open d'Australie en 2020 en junior. Il y a une phrase juste que j'aimerais extraire de son épisode, c'est si un jour j'y arrive. Le mec, il fait finale en Grand Chelem junior, il est 700 et quelques ATP, il est sponsorisé Lacoste depuis déjà plusieurs années, il a un projet de ouf autour de lui et il est capable encore de dire si un jour j'y arrive. Et ce que j'adore, du coup, c'est vraiment l'humilité de ce jeune homme, de savoir que la route est encore très longue. Et pareil, je pense que c'est une belle leçon et c'est vraiment le petit truc qu'on pourrait extraire de cet épisode, quoi. Après, tu as des personnes qui vont voir ça, qui sont très humbles et qui vont dire ben, si j'y arrive, alors ça sera bien. Et tu as d'autres personnes qui vont le dire clairement pour les motiver. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont arrogants, tu vois. Ouais, Et tu as des personnes qui peuvent dire ok, moi je serai là. Et quand on parle de Fabrice, par exemple, dans son cas, ou même de Servara, les mecs, tu leur posais la question il y a 10 ans, ils savaient qu'ils allaient être là. Hein. ouais, ouais. Et tu leur ai posé la question là, les mecs disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Le mec, il est complètement allumé. Finalement, là, au bout de 10 ans, le mec arrive au bout. Donc, il y a les deux possibilités. Tu as toi, Arthur, qui est très humble, et je sais très bien de dire, ben, peut-être que, mais au contraire, je pense qu'il y a des personnes comme d'autres, là, comme on a pu le citer, qui eux ont cru en eux, et vraiment s'est affirmé, ça te donne une force. Mais Mais ça, tu fais bien de le préciser parce qu'on a ça en France où dès qu'on l'ouvre trop, c'est mal vu. ouais, Alors qu'aux US ou ouais. dans d'autres Ils pays, t'acclament, les mecs. ça Aux va être, US et au Canada, c'est ça, terrible. ça va être félicité. Ouais, Et on a ce même rapport en France sur l'argent. ouais. Et c'est pour ça que j'ai une question récurrente au podcast où je reprends les gains Mm. de la personne, que ça soit très très élevé, tu vois, comme un Joe qui a gagné pas loin de 20 millions d'euros, Mm. Mm. ou où je vais prendre, je ne sais plus qui en a eu, qui n'a pas beaucoup gagné. Enfin, tu vois, des mecs qui ont passé leur temps en seconde série, enfin en seconde, sur le Ouais, circuit de seconde zone et qui ont gagné 300 000 euros en 20 ans, 15 ouais, ans, j'en ouais, rajoute un peu. Et je leur pose la question, je leur dis quel regard tu portes sur ce montant, que ce soit 20 millions ou ouais, 300 000 en 15 ans, et du coup tu es à déficit évidemment, pour comprendre un peu la, la valeur de ce qu'ils attribuent là-dessus. Et j'essaye de faire tomber un max de barrières à travers ouais, ce t'as raison. podcast. Donc, Mm. yes. Bah, l'idée, en fait, c'est de sortir un épisode tous les mardis. Ouais, Donc, chaque semaine, on le sort au format audio sur Apple Podcast et Spotify, entre autres, et aussi en format vidéo sur YouTube. mm, L'audio permet de le consommer quand on fait un ouais. footing ou quand on Voiture ou conduit. quoi. Ouais. La vidéo, c'est plus sympa. Enfin, parfois, c'est plus sympa parce que tu as un peu l'émotion de la personne en face de toi. Mm. Et plus ça va aller, et plus on va mettre l'accent justement sur la partie mentale et Ouais, vraiment essayer de faire progresser l'auditeur. Que ouais, l'auditeur puisse mettre en application sur le cours, se dire, OK, tel état d'esprit peut me servir, telle approche avant le match peut me servir. mm, Et on a à cœur de relayer un max d'anecdotes du circuit. Et ouais, c'est vrai que plus ça va aller, plus on va essayer d'apporter de la valeur sur le terrain, quoi. mm. Donc, j'espère que le contenu continuera de vous plaire en tout cas. Non, bien sûr. Encore une fois, dans la bonne démarche que vous avez, c'est parfait, je pense. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Max. Avec Euh, plaisir, Anto. bonne fin de journée et on se retrouve très vite sur le site pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, les amis. Ça Ah nous oui. aide énormément. C'était le petit mot de la fin. Un grand merci, Anto, en tout cas. À bientôt.